Bienvenue donc sur ce stand de la Caisse d'épargne. On va continuer nos tables rondes sur l'économie circulaire. On a parlé tout à l'heure de l'économie circulaire solidaire, industrie. On va poursuivre dans cette thématique sur ce magnifique stand, donc je vous le rappelle, conçu complètement 100% éco-responsable. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'économie alimentaire avec mes trois invités. Emmanuel Auberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Usage. Benjamin Perry, vous êtes président et cofondateur de Pixo. Bonjour. Bonjour. Et puis Olivier Saloum, vous êtes directeur commercial de Moulineau. C'est ça? Bonjour. Exactement. Bonjour. Alors, je vais tout d'abord vous demander de nous expliquer ce que vous faites. On va commencer avec vous, Emmanuel, avec Usage. Là, on est dans le réemploi des contenants pour la restauration. Expliquez-nous, ça a l'air compliqué comme ça, mais je pense que c'est très simple en fait. C'est très simple et c'est vraiment dans votre quotidien. Ce que développe Usage, on développe des solutions industrielles pour le réemploi des emballages, pour permettre de sortir de l'usage unique. Qu'on soit effectivement dans de la restauration scolaire, dans de la restauration d'entreprise, dans de la restauration rapide, et puis aussi dans de la distribution alimentaire, dans vos produits du quotidien. Et ce que fait Usage, grâce au soutien de la Caisse d'épargne, c'est deux choses. On investit dans des centres de lavage, donc des grosses usines qui vont permettre de laver tous ces emballages, et puis on accompagne nos clients dans les différents secteurs sur comment on bascule vers ces modèles d'économie circulaire. Ils sont en quoi ces emballages? Ils sont en quelle matière? Alors justement, dans notre accompagnement, c'est une des premières choses, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser comme emballage? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Qu'est-ce qu'il faut éventuellement le développer? C'est du verre, parce que le verre, c'est facile à laver, c'est déjà ce qui existe dans les cafés, hôtels, restaurants quand vous consommez votre Coca-Cola. C'est de l'inox, plutôt dans les bacs de cantine scolaire. Oui. Et c'est du plastique. On avait d'ailleurs un projet avec Pixo qu'on continue sur le développement d'emballages plastique plus à destination du bol à salade, du repas du quotidien. Voilà. Parce que chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients dans le réemploi, du poids, de la facilité de lavage, de l'interaction contenant-contenu, enfin voilà. D'accord, donc là on abandonne tout ce qui est carton. On abandonne le carton qui n'est pas réemployable. On abandonne ça qui est en fait plein de plastique, qui est en fait plein de plastique puisque le liner intérieur est plastique. Donc on ne sait même pas le recycler, ça d'ailleurs. Voilà, pour vraiment réemployer, il faut bien se remettre toujours dans ces questions d'emballage sur ce qu'on appelle les 3 R. La première chose à faire, c'est essayer de réduire nos emballages. Donc moi j'ai une gourde, j'ai plus de bouteille d'eau. Ensuite on essaie de réemployer partout où on peut. Et si on n'y est pas arrivé, on essaie de recycler. Voilà, il y a plusieurs tables rondes sur ce sujet. Cet après-midi, c'est un vaste domaine dans l'alimentaire. Alors, Pixo est aussi dans les emballages, si je puis dire. Benjamin Perry, expliquez-nous, vous, ce que vous faites. Alors, effectivement, on est sur le même secteur d'activité que Usage avec Emmanuel. On est sur un autre maillon de la chaîne. Globalement, notre métier, ça va plutôt être d'accompagner les restaurateurs dans la gestion de ces emballages réutilisables. Lorsqu'on a un ensemble d'emballages jetables et qu'on est restaurateur, c'est relativement facile à gérer, par exemple, en termes de stock. On recommande les contenants qu'on avait consommés la semaine dernière. Avec des emballages réutilisables, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce stock est un peu flottant, il est diffus dans des centres de nettoyage, dans de la logistique, dans plusieurs restaurants pour les chaînes. Et donc gérer les stocks, c'est plus compliqué. Il y a une autre contrainte qui arrive, c'est assurer le retour de ces emballages. S'assurer que l'emballage qui a été pris à emporter dans un restaurant va bien être ramené par l'utilisateur parce que cet emballage n'est pas à usage unique. Il doit être amorti sur un certain nombre de cycles pour être rentable économiquement, mais surtout écologiquement. Pour s'assurer du retour des emballages, il y a des systèmes de consigne qui sont mis en place et Pixo travaille sur ces 2 points en faisant en fait une solution de tracking des emballages. Chaque emballage est équipé d'un QR code par exemple qui va nous permettre de le suivre sur toute la chaîne qu'il va parcourir dans le restaurant et à l'extérieur du restaurant, par exemple en centre de lavage, ce qui nous permet pour nos clients de gérer les stocks, notamment quand ils ont tout un ensemble de restaurants, donc pour les chaînes de restaurants, mais aussi de gérer les consignes pour savoir quand le contenant a été ramené et donc rembourser ou au mieux même éviter de prélever l'argent sur le compte bancaire de la personne. Est-ce que ce n'est pas contraignant pour l'utilisateur, pour le client du restaurant? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est mal vécu par lui? Alors c'est le grand défi, notamment avec les très grandes chaînes de restauration qui sont concernées par la loi qu'on appelle la loi AGEC et qui dit qu'en janvier 2023, tous les restaurants qui font de la restauration sur place n'auront plus le droit de le faire dans des contenants jetables. Ça veut dire que toutes les chaînes de fast-food qui aujourd'hui vous servent dans des emballages carton sur place n'auront plus le droit de le faire. Vous imaginez le défi pour ces entreprises-là qui vont passer sur des emballages réutilisables, qui doivent garantir que les gens ne vont pas partir avec. Dans le fast-food, c'est pas évident. Et faire tout ça en étant sûr que c'est relativement facile et compréhensible pour des gens qui n'ont pas forcément une sensibilité écologique très élevée, ce qui est le cas de beaucoup de leurs clients.
Et du coup, on a un réel besoin d'accompagnement de ces entreprises, une co-construction de nouveaux modèles, de nouveaux parcours pour faciliter. Il y a plein de choses qui vont voir le jour, je n'ai pas forcément le droit d'en parler aujourd'hui, mais où vous verrez justement comment on a solutionné ces problèmes. Les premières annonces vont se faire d'ici la fin de l'année. D'accord. On se retrouvera à ce moment-là. Et chez Moulineau, alors, on fabrique du compost, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, ça marche. Vous m'entendez là? Ça marche? Oui, on vous entend, on vous entend. Oui, alors nous, Moulineau, on a une entreprise d'insertion. On est une entreprise ESUS, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous. Non, expliquez-nous. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Et nous sommes les spécialistes du déchet alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 missions. On met en place le tri des biodéchets dans les établissements, qu'il s'agisse de restaurants d'entreprise, d'écoles, de collèges, de marchés alimentaires, de restaurants, d'hôtels. Donc on met en place le tri des déchets alimentaires. On forme les gens au tri des biodéchets et à l'anti-gaspi. Deuxième mission, on collecte les déchets alimentaires avec des camions qui sont écologiques puisqu'ils fonctionnent au gaz naturel pour véhicules. Et troisième mission, on recycle le déchet alimentaire soit en énergie par de la méthanisation, soit en lombricompostage par du compostage, c'est-à-dire on le transforme en engrais, le déchet alimentaire. Voilà, on fait ça sur toute l'île de France. On collecte à peu près 1500-1600 tonnes de biodéchets par mois et on a une trentaine de camions. Alors, expliquez-moi comment vous faites travailler des gens en ESUS. Comment ils font? Alors, vous parlez du côté insertion. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on est entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on est un centre de formation chez Moulineau. D'accord. On a 2 formations qui sont diplômantes. Formation de chauffeur-collecteur et formation d'ambassadeur du tri, puisque ce sont les 2 métiers principaux. Et en fait, on a des partenariats avec Pôle emploi et ARES, etc. Et donc, on a des gens qui viennent, qui sont très éloignés du monde de l'emploi, qui sont dans des situations de précarité importantes, qui ne parlent pas français, qui, des fois, n'ont pas de logement. Mais ces gens-là, on leur tend la main, on les forme pendant 2 mois, théorique, pratique. Et à la fin, on leur fait passer un diplôme avec un jury extérieur pour devenir soit chauffeur-collecteur, soit ambassadeur du tri. Et on les accompagne jusqu'à l'obtention d'un CDI, soit chez nous, soit chez nos concurrents, soit dans un autre métier si ça ne leur a pas plu. Combien de déchets vous évitez grâce à ce tri de déchets alimentaires? Parce que les déchets alimentaires, ça représente une grosse part des déchets. En moyenne, 30% de votre poubelle, c'est du déchet alimentaire. Ouais, c'est ça. Alors après, ça dépend. Certains, c'est plus, certains, c'est moins. Ouais. J'espère que pour vous, c'est moins. Mais du déchet alimentaire, il y en a. Tout le monde n'est pas capable de faire des chips d'épluchures de carottes ou de pommes de terre. L'os de poulet, il existe. Donc du déchet alimentaire, il y en a trop, mais il y en a. Et l'objectif, c'est d'essayer de le réduire. Mais le déchet alimentaire incompressible, qui n'est plus consommable, l'objectif est d'en faire quelque chose et de mettre en place une économie circulaire. Voilà, tout simplement. Alors, avec chacun d'entre vous, vous nous expliquez qu'il faut quand même, il y a une part d'évangélisation, non? Qui est quand même assez importante. Oui et non. En fait, oui, il faut expliquer aujourd'hui qu'il faut bien sûr trier ses déchets, séparer les biodéchets, puis on se connaît, hein, on travaille beaucoup oui, en vous allez synergie les uns ça, avec comment les autres. vous interagissez entre vous. En fait, nos expériences, puis là on a mené l'expérience dans des U, de la coopérative U, 5 magasins système U, dans l'expérience qu'on a menée en restauration. Ces systèmes de consigne de réemploi, ça parle tout de suite aux consommateurs. C'est une évidence, c'est un petit geste qui permet de passer dans la transition. Ils ne le vivent pas comme une contrainte. C'est pas une méga contrainte de devoir ramener son bol, de devoir penser à vider le reste alimentaire et de ramener son bol au restaurant. Donc nous, on trouve des consommateurs tout à fait prêts à y aller. Donc aujourd'hui, c'est pas tellement ça le frein. Le frein, c'est toute la mécanique qu'a commencé à expliquer Benjamin, de mettre en place les circuits logistiques, les circuits retour, comme vous m'avez posé la question, trouver les bons emballages. C'est plus en fait cet aspect-là. Donc c'est plus une question pour l'industrie alimentaire, que ce soit de la restauration ou l'industrie agroalimentaire, d'aller vers cette transition. Mais nous, ce qu'on voit, c'est pas le consommateur le problème. Le consommateur n'est pas le problème, mais vos clients, qui sont vos clients? Donc nous, on est une solution B2B, on est une solution de service de nettoyage de contenants. Donc ce sont des cuisines centrales dans la restauration scolaire, ce sont des chaînes de restaurants où on va faire un rôle de plonge externalisé quand ils ne peuvent pas internaliser la plonge, pour des questions de place principalement. Et puis vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire, on est un fournisseur d'emballage, sauf que nous, on n'a pas créé l'emballage, on l'a lavé et on lui a redonné une valeur. Benjamin ?
Oui, d'un point de vue défi, je suis un peu moins optimiste. Mais c'est-à-dire que c'est pas tout à fait, parce que si vous parlez de restauration, on prenait l'exemple tout à l'heure de la restauration rapide. C'est vrai que la restauration rapide, le consommateur, il y va, comme son nom l'indique, c'est pour aller vite. Hein. Donc il prend, il s'en va, il jette. S'il prend, il s'en va, il ramène. Alors en fait, il y a toujours un clivage entre ce que la personne dit qu'elle est capable de faire et qu'elle dit qu'elle pense pour être capable de faire. Hein. Beaucoup de sondages de grandes chaînes de restauration qu'ils ont fait suite à la loi AGEC montrent que jusqu'à 70-80% des gens sont prêts à avoir une consigne, sont prêts à ramener leur emballage et qu'il n'y a pas de problème. Quand on rentre dans l'expérimentation, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et notamment dans les tests qui ont été faits sans consigne, parce qu'au début, on essayait quand même de faire des choses sans consigne, parce qu'on est sur de la restauration sur place, c'est relativement facile. Il y avait beaucoup de pertes de contenants, mais pas parce que les gens partaient forcément avec, mais juste parce qu'ils les jetaient à la poubelle, ces contenants réutilisables. Et ils ne faisaient pas l'effort du tri supplémentaire. Et donc même s'ils étaient sensibilisés sur tout le parcours, à la fin, c'est une habitude qu'ils n'ont pas. Et donc le système d'évangélisation, c'est quand même réussir à faire prendre de nouvelles habitudes, comme disait Emmanuel, c'est-à-dire faire prendre conscience que le geste est différent, qu'on rentre dans une nouvelle mécanique, ce qui d'un coup devient contraignant pour la personne. Et là, vraiment, il faut mettre des efforts de communication pour lui expliquer que cette contrainte, elle a une raison, qu'elle a un impact écologique qui est vraiment, vraiment pas nul, et que ça a un sens. Et chez Moulineau, alors qui sont vos clients ? Comment vous travaillez ? Alors, les clients de Moulineau, c'est en fait partout où il y a du déchet alimentaire. Donc, des restaurants, des hôtels, des écoles, des collèges, des lycées, des restaurants d'entreprise, de l'événementiel, des industries agroalimentaires. On est présent en fait partout où malheureusement il y a du déchet alimentaire. Est-ce que les entreprises que vous allez voir, là, donc, que vous nous citez, elles sont sensibles justement à ces questions écologiques, elles sont sensibles à ça, à ces valeurs-là, et plutôt que de tout jeter n'importe comment dans une benne parce que c'est plus simple? Alors, elles font appel à vous pour ces raisons-là, vous le sentez? Alors, moi je suis comme Benjamin, je suis optimiste, mais je suis conscient aussi. Conscient qu'on n'est pas suisse, on n'est pas danois ou on n'est pas canadien. Donc on part d'un peu plus loin. En revanche, on sent réellement que ça bouge depuis les derniers mois. Et clairement, il y a de plus en plus de gens qui nous contactent pour mettre en place la gestion des biodéchets. Soit parce qu'ils sont obligés de le faire, puisqu'il y a une loi qui oblige les gros producteurs à le faire. Donc soit parce qu'ils sont obligés de le faire, soit parce qu'ils ont envie de le faire. Et on reçoit de plus en plus d'appels de gens qui ont envie de participer à ce mouvement qui est en train de se créer là depuis ces dernières semaines. Vous nous disiez tout à l'heure que vous travaillez ensemble. Comment ça marche, ça, le trio? Allez-y. C'est assez simple. Hein. Nous, on est le laveur, donc on récupère des biodéchets. Ouais. Voilà. Donc que maintenant, on a des belles poubelles Moulineau dans notre usine de Neuilly-sur-Marne. Et puis, on a beaucoup de clients en commun. Sur la question des biodéchets, parce que c'est les mêmes cantines scolaires, les cuisines centrales qui ont cette contrainte maintenant du biodéchet et de l'emballage réemployable. Et puis avec Pixo, l'interaction est évidente. Nous, on ne développe pas tous les systèmes de traçabilité logiciels. Donc on a même besoin que Benjamin se développe pour que nous, nos solutions puissent se développer. Et je pense que c'est réciproque. C'est complètement réciproque. Le besoin en centre de nettoyage sur le territoire français n'est clairement pas capable aujourd'hui de supporter la vague qui va se prendre avec la loi AGEC. Il y a un réel besoin de développer des centres de nettoyage partout sur le territoire parce que des restaurants, des fast-food qui sont en plein cœur d'une ville comme Paris ou comme Lyon n'ont pas du tout l'espace de plonge pour pouvoir nettoyer en interne tous ces nouveaux contenants. Donc ils sont obligés de sous-traiter ce nettoyage avec des volumétries qui sont incommensurables par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Donc des entreprises comme Usage qui se développent partout sur le territoire pour permettre d'absorber ce flux sont absolument indispensables. En fait, on est tous complémentaires ici. Oui. On est sur une seule et même thématique, mais on est tous complémentaires. Il y a Xavier Descosfer sur l'anti-gaspi aussi. Enfin, tout ça, ce sont des thématiques qui touchent le même domaine. Mais si chacun fait sa tâche, à la fin, on a quelque chose de très beau. J'ai l'impression, en vous entendant parler, que cette économie circulaire telle que vous la pratiquez, elle est créatrice d'emplois. Oui, ça s'est prouvé par beaucoup d'études. Hein. Oui, nous aussi, on est une ESS agréée ESUS. Donc il y a un élément d'insertion professionnelle dans le projet d'usage. Oui, je sais pas, moi j'ai recruté 25 personnes là dans les 6 mois. Je crois que Benjamin. Je suis à peu près au même taux. Oui. 25 personnes dans les 6 mois. Et Moulineau, vous êtes déjà assez nombreux, donc oui, ça va vite. Ah ben, petit à petit, on devient moins petit. Mais oui, tous les mois, on embauche des gens de toute qualification, sexe, âge, pas de discrimination. Mais en effet, oui, on a besoin d'embaucher là actuellement sur tous les postes.
Pardon. Non, je voulais juste dire que, et on est capable de démontrer que par rapport à l'usage unique, par rapport au modèle d'économie linéaire dans lequel on est depuis 50 ans, parce qu'on est tous aussi très motivés, enfin, la base, c'est la motivation pour l'impact qui nous réunit aussi ici. On voit très bien que par rapport à des emballages fabriqués en Chine, le système de recyclage, on sait qu'on crée beaucoup plus d'emplois avec des systèmes d'emballage réemployables. Hein. C'est ce que j'allais dire, que c'est une relocalisation en plus de certains emplois qui avaient été délocalisés de la France. Là, l'économie circulaire est par défaut locale, ce qui fait forcément des emplois locaux. Ouais, c'est un système vertueux en fait. Plus l'insertion, tout ça fait une chaîne. Oui. C'est important d'être ancré sur le territoire. Donc évidemment, il faut tendre la main à des gens sur place qui sont dans le besoin. Il y en a et qui sont pleins de compétences, d'enthousiasme et qui vont participer concrètement à ce mouvement. Comment vous les captez, ces personnes-là qui sont en dehors du système et donc parfois en dehors de Pôle emploi? Vous ne pouvez pas passer nécessairement par le biais de Pôle emploi. Aujourd'hui, donc nous, on est basé dans le 93, à Stein. Et c'est vrai que les gens ont... Ça fait 2 ans qu'on est là et les gens maintenant savent qu'on est là et qu'on a des formations et qu'il n'y a pas de discrimination, qu'on tend la main à tout le monde. Et donc il y a des gens qui viennent spontanément nous voir pour nous dire voilà, moi je suis un peu en marge, comment je peux faire parce que je trouve que c'est intéressant ce que vous faites et j'ai besoin de travailler, quoi, tout simplement. Donc c'est le bouche à oreille, il fait aussi. Nous aussi, on est dans le 93 et à complètement l'autre bout, à Neuilly-sur-Marne. Et oui, c'est vrai, on est dans une zone d'emploi prioritaire, c'est pas pour rien. Et donc il y a une demande d'emploi non délocalisable, variée, et puis plus pour les cadres. Il y a une vraie volonté de personnes qui se posent des questions sur le sens de leur travail et qui veulent travailler dans des sociétés à impact. Et c'est fondamental pour nous. Ouais. De quoi vous auriez besoin pour vous développer davantage? Qu'est-ce qui vous manque là? Il y a quelque chose qui vous manque, ou rien, hein, peut-être que il y a quelque chose qui vous manque pour vous développer davantage, pour passer un gap, un échelon? Là aujourd'hui, pour Pixo en tout cas, la problématique c'est le recrutement. Il y a une tension sur le marché de l'emploi en ce moment. Ouais. Donc on essaie de recruter à vitesse grand V, mais on a besoin d'accélérer. Aujourd'hui, c'est notre principal frein. C'est capter les talents. On est plus sur des sociétés logicielles, des produits logiciels que mes confrères ici. Donc c'est plutôt des développeurs qui sont un marché encore plus tendu. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ce qui nous manque. La volonté politique a été démontrée. Et encore une fois, la loi AGEC a un accélérateur pour nos métiers qui est juste hallucinant. Et la France est complètement précurseur là-dessus, donc c'est assez dingue. On sait par les industries de la fast-food que la France va être suivie par de nombreux autres pays en Europe, et puis même aux États-Unis, avec la Californie qui va se lancer. Donc il faut des volontés politiques malgré tout pour que ça continue à avancer. Et que ces efforts de transformation qui sont assez lourds, développer des industries partout sur le territoire français, c'est une transformation lourde qui a du mal à se faire au fil de l'eau. Donc des volontés politiques aident énormément. Emmanuel ? Je pense que Benjamin l'a bien résumé. Nous, je dirais, c'est des conversions assez longues. Mais bon, finalement, tout va plutôt un peu plus vite que ce que j'imaginais. Ça fait 3 ans que je fais un pot durable. Ça va quand même très vite. C'est toute une industrie, une chaîne de l'alimentaire qui était basée sur l'usage unique, qui doit se repenser. Et donc, des plus gros acteurs de la restauration rapide ou de l'industrie agroalimentaire, ils ont des chaînes, ils ont des systèmes de production qu'il faut qu'ils remettent en cause, qu'ils redéfinissent. Et voilà, ça, c'est toujours des processus où ça paraît toujours long. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute qu'il faut y aller. La question maintenant, c'est comment et combien de temps ça va prendre. Et puis, bien sûr, on est sous le temps de la caisse d'épargne aussi. Quel est le rôle de l'État via l'ADEME, les régions? Comment on peut accompagner cette transition du monde alimentaire? Et là, ça concerne bien sûr notre question d'emballage, mais ça va au-delà d'une agriculture raisonnée, d'une meilleure contrôle des ingrédients, d'une relocalisation en France d'un certain nombre de process de production. Donc, il y a beaucoup d'effervescence sur ce sujet-là. Maintenant, il faut se mettre et il y a plein de chantiers en même temps. Je dirais que c'est ça le frein pour nos clients. Olivier ? Je rejoins ce qu'ont dit mes camarades. Aujourd'hui, ça passe évidemment par les pouvoirs publics. Et les mots sont là, le discours est là, tout est beau. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et donc, on attend, c'est pas vraiment un frein, mais il y a plein de sociétés comme les nôtres qui sont en pleine phase de développement et qui attendent peut-être un petit coup de pouce supplémentaire de la part de l'État pour mettre en place concrètement ce qui est dit sur les esplanades maintes et maintes fois. Les discours, c'est très bien. La base est là.
il faut un petit coup de pouce. Il faut un petit coup de boost. On parlait tout à l'heure, vous évoquiez des grandes chaînes de fast-food. Hein. Bon, on a tous des noms en tête. Est-ce que ces chaînes-là sont partantes à 200% quand vous leur parlez de ça, d'emballage réutilisé? Alors évidemment, hein, ils vont y être obligés, mais bon, est-ce que vous sentez que c'est l'obligation ou bien non, on y va et puis ils ont une force de communication qui peut vous aider? Ouais, j'ai été très surpris en découvrant ce monde. L'univers du fast-food que je connaissais pas, enfin j'étais consommateur à la limite, notamment quand j'étais étudiant, mais je connaissais pas de l'intérieur. J'ai été très agréablement surpris de la volonté qu'ils avaient à faire cette transformation, voire même à anticiper dans certains pays la loi là-dessus. Donc non, il y a une réelle volonté, parce qu'ils sentent que de toute façon c'est une tendance de fond. Ok, il y a une loi qui a accéléré considérablement les choses, mais il y a une tendance de fond qui est en train de s'opérer. Et aujourd'hui d'ailleurs, sur cette loi, ça concerne la restauration sur place, mais tous ont en tête que ça va arriver sur la vente à emporter, ça va arriver sur la livraison à domicile, Ouais. et commencent à l'anticiper dans leur raisonnement. Donc non, c'est assez impressionnant à quel point ils ont une capacité de transformation qui est forte, une volonté qui est forte, et qui n'hésitent pas même à investir pour faire ces transformations. Maintenant, c'est pas simple, c'est des transformations qui sont très lourdes, très complexes, qui remettent drastiquement en cause leur modèle. C'est, pour citer le PDG d'une d'entre elles, c'est la plus grosse transformation que le secteur ait connue ces 50 dernières années. Et elle ne s'opère pas en 10 ans, mais en 18 mois. Donc c'est quelque chose de très lourd. En revanche, voilà, il y a une réelle volonté. Maintenant, ils ont besoin d'entreprises comme nous pour les accompagner. Mais je pense qu'ils peuvent être de très bons suiveurs et puis ils peuvent être même carrément moteurs pour la transformation qui est en train de s'opérer. Olivier, est-ce que là aussi, dans le tri des déchets alimentaires, vous devez faire de l'évangélisation? Et est-ce que vous sentez les entreprises vraiment à l'écoute de ça, de ces arguments? Alors, au départ, ça peut être vu comme une contrainte, le tri des déchets alimentaires. C'est vrai que c'est vachement plus simple de tout mettre dans une seule poubelle. Surtout qu'eux, ils n'ont pas l'obligation, que je sache. Oui, mais une fois qu'on explique... Alors déjà, l'objectif, c'est de rendre le geste de tri, le rendre simple. Il ne faut absolument pas complexifier les choses, il faut rendre les choses visuelles, simples, compréhensibles. Mais une fois qu'on explique qu'en fait, le geste de tri en lui-même, donc le tri des déchets alimentaires, c'est quoi? C'est tout ce qui est animal ou végétal, je le mets dans une poubelle spécifique. C'est pas compliqué. Et une fois qu'on explique aux gens pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça devient après, en fait, les gens, en 15 minutes, ils ont compris et ils le font. Et c'est limite celui qui ne fait pas le tri qui est épié par les autres et qui se sent obligé par la pression sociale de le faire. Donc, ça peut faire peur quand on s'y connaît pas du tout. Mais une fois qu'on regarde un petit peu dans les détails, c'est très simple. Et aujourd'hui, moi, en 7 ans, on n'a aucune entreprise qui a mis en place le tri des biodéchets pour l'arrêter pour une raison quelconque. Une fois qu'on démarre, on ne peut pas s'arrêter, quoi. Oui, j'allais vous demander quel est votre bilan en fait au niveau de vos clients, de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous voyez une nette progression justement de ça? Alors, hors Covid, oui, où là, oui, on a ça tous, c'est une parenthèse, trinqué. on est tous Voilà. on est bien d'accord. En général, on fait x2 tous les ans en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, de tonnage collecté. Donc là, on est à 100 personnes, on est à 1800 points de collecte et on est à peu près... Cette année, on devrait collecter 15 000 tonnes à peu près de déchets alimentaires. Donc on grandit vite. Ouais. Si vous aviez sur ce salon un message à faire passer ou un vœu pieux à formuler, qu'est-ce que ce serait? Non, que mine de rien, même si ces entreprises sont motrices, la raison pour laquelle elles sont motrices, je le dis à chaque fois, c'est parce qu'elles voient qu'il y a une tendance de fond, elles voient que les consommateurs sont demandeurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les prises de parole publiques, sur l'opinion qu'il y a dans les débats politiques. Et en fait, le moindre petit geste, le moindre petite volonté qu'on va montrer, nous, en tant que consommateurs, sur les médias, les réseaux sociaux, dans les médias, en fait, ça a un réel poids in fine pour nous, entreprises, qui essayons d'œuvrer pour la transition. Parce qu'en fait, on le ressent en bout de chaîne au niveau de ces entreprises qui perçoivent tout ça et qui, pour des raisons qui peuvent être purement du profit, qui vont se dire simplement, si mes consommateurs ils vont dans cet endroit-là, pour garder mon chiffre d'affaires, je dois aller dans cet endroit-là. Si cet endroit-là est plus écologique, c'est bon pour nous et pour la transition écologique. Je vais compléter ce que dit Benjamin. Effectivement, la pression consommateur, les actions du WWF pour sensibiliser tout le monde sur le plastique. Voilà, ça c'est très important pour nous. Mais moi, le message que j'ai à toutes les entreprises qui sont ici, c'est que ces transformations, comme on l'a bien expliqué, sont longues, prennent du temps. Et donc, il y en a beaucoup qui sont déjà partis, mais maintenant, il n'y a plus le choix. C'est le sens de l'histoire. On ira vers des emballages employables. Le World Economic Forum de Davos, je ne m'y attendais pas, a publié il y a 10 jours un rapport qui annonce que
40% du marché des emballages sera réemployable en 2030. Même moi, j'y crois pas. Hein, mais c'est la direction, c'est l'avenir. Donc maintenant, faut plus piétiner, attendre, faut vraiment s'y mettre. Faut se lancer parce qu'il y a du boulot. Olivier ? Et alors, moi, le premier message, c'est faites le tri, déjà. Et le deuxième message, c'est intéressez-vous à toutes ces thématiques. Alors, la gestion des déchets alimentaires en est une, mais il y en a plein d'autres sur l'économie circulaire, sur le développement durable. Il y a plein de trucs qui sont en train de se développer. Intéressez-vous. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin de jeunes talents. Et en fait, il est possible aujourd'hui, ce qui n'était pas mon cas avant, hein, mais il est possible aujourd'hui de se lever le matin en se disant « Oh chouette, il est lundi matin et j'ai envie d'aller bosser. » quoi. Ce n'est pas votre cas maintenant, ça l'est. Ah mais depuis 7 ans, ça l'est. Avant, c'était plus compliqué. Mais voilà, il y a plein de moyens aujourd'hui de donner du sens à sa vie, quoi. C'est ça ce qui nous fait que le lundi matin, on est content d'aller au boulot. C'est que nous, on sait mesurer notre impact très rapidement. Oui. On est sur un truc très concret de combien de tonnes on a évité à la poubelle, soit par l'emballage réemployable, soit par le compost. Enfin, c'est hyper simple à compter. Et donc, nous, on est dans le vrai concret de l'opérationnel de la transition environnementale. Non, pour abonder là-dessus, effectivement, il y a une réelle volonté de collaboration de la plupart des acteurs, je pense. On est d'ailleurs réunis en association d'entreprises. Hein. Ouais. Pardon, j'ai pris la parole. Non, mais après, c'est pas grave. On est en association d'entreprises. Chez Pixo, on a toujours essayé justement d'aller vers les autres acteurs du réemploi pour voir comment on pouvait collaborer plutôt que d'être en concurrence, parce qu'il pourrait y avoir de la concurrence là-dessus. Je trouve qu'on a réussi à trouver des bons équilibres, notamment avec Usage. Et je suis parfaitement d'accord, hein, il y a un vrai besoin de collaboration. On parle le même langage. Donc, on se comprend, on a des valeurs communes, que ce soit avec Ecosphère, avec Usage, avec Pixo et avec plein d'autres. Et on a le même profil. Jeunes entreprises, dynamiques, on fait plein de trucs. Alors, il y en a la moitié qui ne sont pas de bonnes idées. On en a plein des idées. Il y en a beaucoup qui sont très mauvaises, mais on se bouge, on essaye et on le fait avec le sourire. Et voilà, quoi. Eh ben, ça sera le mot de la fin. On le fait avec le sourire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Ça va continuer. On continue dans l'économie circulaire alimentaire. 2 petites minutes de pause, le temps de changer d'intervenant et on redémarre.